avec la table ronde suivante qui est consacrée à toute cette démarche de responsabilisation des commissions qui a été déjà largement évoquée par Gaëtan Bruel lors de son discours d'ouverture. Là, l'idée, c'est qu'on rentre un petit peu plus dans le détail et que surtout, on vous expose quelle a été cette démarche, très concrètement, qui se poursuit aujourd'hui. Et donc, pour ce faire, j'invite à me rejoindre sur scène Béatrice Bowens, MPC, Aton Soumache, Jean-Michel Jarre. Installons-nous. On a également quelqu'un à distance qui est Marianne Carpentier de TF1. Voilà, Marianne est là. Bonjour Marianne. Donc, je vous le disais, hein, l'idée vraiment de ce panel, c'est expliciter cette démarche de fond qui est en réalité engagée depuis plus d'un an maintenant et qui consiste à s'appuyer sur les commissions du CNC pour engager cette forme de responsabilisation de la filière et de comment est-ce que, globalement, on peut mieux analyser les projets qui sont en lien avec l'intelligence artificielle pour collectivement progresser dans notre compréhension du sujet, hein, globalement, et collectivement promouvoir des pratiques de plus en plus vertueuses. Donc, sont réunis autour de cette table que des personnalités qui sont par ailleurs membres de nos commissions. C'est assez inédit, on ne le fait pas habituellement. Et ce que je vous propose en introduction, un peu paresseusement, c'est que chacun vous présentiez un peu votre parcours, et si vous pouvez aussi dire quelques mots du fonds d'aide dont vous avez un petit peu la charge à travers le rôle particulier que vous avez au sein de chacune de ces commissions. Béatrice. Alors, Béatrice Bowens, donc je dirige MPC. MPC qui est une société de prestation dans le domaine des effets visuels numériques et de la post-production qui fait partie du groupe Transperfect. Et donc je co-préside l'aide aux moyens techniques sur la production numérique et accessoirement aussi coprésidente de France VFX. Voilà, c'est notamment important pour la filière des VFX. Donc cette commission a pour comment dire, ce ne sont pas des œuvres qui sont recherchées, mais vraiment le développement d'une entreprise par rapport à une innovation technique qui permet de déposer un dossier et aux porteurs de projet de proposer une innovation, une optique de croissance dans le but d'avoir une différenciation au niveau concurrentiel au niveau de l'offre de services qu'elle propose. Et donc la production numérique s'adresse aux porteurs du projet dans le secteur des VFX, de l'animation, du jeu vidéo, de l'immersivité. Avec cette spécificité qui est effectivement comment déployer une innovation ou un déploiement, parce qu'on n'a pas forcément de la recherche et développement forcément derrière, mais qui va permettre à l'entreprise de se démarquer sur son secteur d'activité. Merci beaucoup. Jean-Michel. Bonjour à tous. Moi, je suis donc musicien, compositeur et producteur de musique et de différentes... J'étais impliqué dans différentes créations récemment dans le domaine de la réalité virtuelle et de l'IA. Je suis d'autre part président de la commission immersive ici au CNC, immersive et réalité virtuelle et réalité augmentée. J'étais aussi président de la CISAC, qui est la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et de compositeurs pendant 7 ans. Et donc effectivement, l'IA est un sujet qui à la fois est excitant pour nous tous, pour le secteur de la création, et en même temps qui pose un certain nombre de problèmes qu'on aura l'occasion peut-être d'aborder rapidement en ce qui concerne la propriété intellectuelle. Aton. Bonjour, merci, on est très heureux d'être là. Donc Aton Soumache, je préside la commission d'aide aux techniques d'animation, voilà, au sein du CNC. Je finis ma dernière commission, ça fait 2 ans qu'on le fait. Et évidemment, chance ou pas chance, l'IA est venue en plein milieu de ma présidence, donc ça pose plein de questions. On n'a pas forcément toutes les réponses, mais en tout cas c'est très intéressant, on y est très vigilant, attentif, et on débat de manière très enrichissante, on pourra en parler peut-être à peu près. Je suis producteur d'animation depuis 30 ans. Je vais te laisser la parole en premier, Jean-Michel. Je le dis d'emblée aussi, tu as une contrainte d'agenda qui t'obligera peut-être à partir un peu avant la fin de cette table ronde. Mais évidemment, la question que j'ai envie de te poser, c'est, connaissant ton parcours, c'est
peu de dire que les technologies, les nouvelles technologies en général, les technologies numériques en particulier, ont été source d'inspiration, en tout cas modèlent aussi complètement ton processus de création. Quelle a été ta réaction au moment de l'arrivée de l'IA ? En fait, moi, en tant qu'artiste, je pille tout ce que j'entends, tout ce que je vois et tout ce que je lis. Et pour moi, donc, l'IA est une sorte de muse moderne qui est là pour augmenter et élargir les frontières de mon imagination. Donc, l'IA, il se trouve qu'au fond, on s'aperçoit que l'histoire de l'art nous enseigne que la technologie a, au fond, toujours généré des nouveaux modes d'expression. Donc, et que je dirais que c'est presque dans l'ADN humain d'avoir peur du progrès et de penser qu'hier c'était mieux et demain ça sera pire. Et on s'aperçoit au fond que c'est toujours la même histoire, le fait que les peintres ont eu peur de l'émergence de la photographie, que les gens du théâtre considéraient le cinéma comme une menace, que les éditeurs de musique qui éditaient des partitions ont vu dans la musique enregistrée la fin des orchestres et de la musique vivante, etc., etc. Donc l'IA est accueillie de la même manière dans le monde, avec cette espèce de mélange de fascination et en même temps de crainte, et les deux étant justifiés. La première est qu'effectivement, l'IA aujourd'hui est une magnifique opportunité pour, au fond, générer les modes d'expression de demain, et qu'il ne faut pas en avoir peur, et que plus vite on va l'embrasser, plus vite on va la comprendre, plus vite on pourra éventuellement aussi en combattre les effets pervers. Ceci étant dit, l'IA effectivement aussi pose un certain nombre de problèmes en particulier sur la propriété intellectuelle. On a vu d'ailleurs il y a quelques heures que la Californie a effectivement réagi et en condamnant un certain nombre déjà de sociétés d'IA, puisque au fond l'IA générative, notre création est le fondement de l'IA générative, et que sans notre contenu, au fond, l'IA serait condamnée à moissonner le dictionnaire. Et donc, ça veut bien dire que la valeur et la valorisation de toutes ces sociétés dépendent de notre contenu. Donc, je ne pense pas, je vais très très vite, hein, on aura l'occasion de reparler de tous ces sujets plus tard, mais je vais très très vite, je pense que le droit d'auteur tel qu'il a été constitué aujourd'hui ne répond plus exactement n'est plus seulement une réponse par rapport aux grandes sociétés d'IA aujourd'hui, pour une raison simple, c'est que la plupart des algorithmes ne savent plus exactement ce qu'ils sourcent. Donc il va falloir à un moment donné qu'on puisse, une fois pour toutes, s'asseoir autour d'une table des gens qui sont en train de former ce gâteau numérique 3.0 qui est en train de se constituer, qui se constitue déjà, pour, une fois pour toutes, que le monde de la création puisse passer des accords commerciaux à la racine, si j'ose dire, de pouvoir justement arriver à avoir une part de ce gâteau numérique 3.0. Et qu'ensuite, on puisse, nous, dans le secteur de la création, définir les nouvelles lois de répartition. Je ne pense pas que le système tel qu'il est, aujourd'hui, des droits d'auteur puissent répondre à nos besoins, à nous les créateurs, les producteurs. Je pense qu'il y a une prise en compte des acteurs de l'IA, et j'ai eu l'occasion d'échanger avec certains. Tous les jeunes créateurs d'algorithmes et d'IA qui deviennent aujourd'hui des monstres économiques ne sont pas contre le cinéma, contre la création, contre la musique. Ce sont des gens qui, simplement, il faut qu'on arrive à apprendre, qu'on parle la même langue. Et donc, il y a effectivement une urgence de pouvoir arriver à échanger sur ces sujets avec eux. L'autre chose, très rapidement, je voudrais dire, puisqu'on est ici au centre national du cinéma,
Je dirais même que le CNC devrait peut-être se rappeler aussi, ça s'appelait Centre national de la création, de manière plus globale, pour dire qu'effectivement, en même temps, il est urgent d'acquérir une indépendance, ou en tout cas des briques de souveraineté dans le domaine de l'IA. On a une vision du monde spécifique, nous en France et en Europe, et évidemment, cette vision spécifique de notre monde et du monde en général, et dépend des tuyaux qu'on va pouvoir utiliser. Et il faut qu'on ait une maîtrise minimum de ces tuyaux. Dernière chose, je pense qu'aujourd'hui, il n'est plus si important que ça d'être gros ou d'être le plus gros, mais surtout le plus agile et le plus rapide. Je prendrai 2 exemples. Si on prend rapidement... Si on prend la Suède, par exemple, la Suède, c'est 10 millions d'habitants, et c'est un pays qui, aujourd'hui, est passé contrôle finalement le streaming musical grâce à Spotify. On prend la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est grand comme l'Île-de-France, et c'est un pays leader en matière de circuits électroniques et de distribution de produits électroniques grand public. On voit bien donc qu'aujourd'hui, notamment avec l'IA, il y a d'autres secteurs, et Mistral est un exemple, mais il y en a d'autres, de start-up qui peuvent aujourd'hui arriver pour nous, créateurs, arriver à acquérir une indépendance sur le plan technologique. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument, sur lequel il faut qu'on se penche tous, et qu'on puisse se rapprocher, nous, les créateurs et les producteurs, justement, des startups franco-européennes pour justement arriver à pouvoir maîtriser nos tuyaux. Et un dernier point, n'oublions jamais que quand on utilise ChatGPT, par exemple, quand un avocat utilise ChatGPT répond en fonction d'une structure de pensée anglo-saxonne ou américaine. Et donc, il est urgent pour nous de pouvoir justement créer ces briques de souveraineté franco-européenne pour justement continuer à maîtriser notre discours. Est-ce qu'on peut dire que tu en as fait l'expérience toi-même en tant que créateur? Parce que ce qu'il faut dire, tu ne l'as pas mentionné, mais tu viens d'exposer à la Met à Milan sur une exposition intitulée Promptitude, je crois, qui en fait confirme que l'IA fait aussi de toi un artiste visuel, pas uniquement sonore ou musical. Je trouve que c'est très intéressant que tu puisses aussi peut-être partager cette expérience et que tu nous dises concrètement les limites, les opportunités, mais peut-être aussi les limites auxquelles tu as été directement confronté. Moi, je revendique tout à fait le fait que tout le travail que je peux faire, aussi bien sur le plan sonore que sur le plan visuel avec l'IA, je le revendique comme étant complètement personnel. C'est-à-dire que pour ceux qui travaillent avec l'IA, on sait qu'aujourd'hui, le système, c'est le prompt, c'est-à-dire d'arriver à définir son idée peu à peu et d'affiner comme ça, finalement, de dialoguer avec un algorithme pour arriver finalement à affiner l'idée qu'on a envie d'exprimer. Et donc, il est absolument... il y a toujours des effets, il y a toujours des utilisations perverses de la technologie. Je veux dire que la piraterie existait avant l'électricité, elle existera après Internet. C'est pas lié nécessairement à l'IA. La technologie est neutre. Ce qui me frappe beaucoup avec l'IA, qui moi m'intéresse beaucoup alors sur le plan de la création, c'est que je pense que dans 10 ou 20 ans, on considérera ce qui est réalisé aujourd'hui avec l'IA un peu comme l'âge d'or de l'IA, c'est-à-dire un petit peu comme les débuts du cinéma muet ou du film noir et blanc, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui tout ce qui est créé dans les années 2025 dépendent d'une technologie très imparfaite. C'est-à-dire que ce qui est intéressant aujourd'hui dans l'IA, c'est finalement ces faiblesses, ces glitches, ces imperfections qui font que les créations qui vont être faites avec l'IA aujourd'hui vont forcément définir le style des années 2025-2030, parce que bientôt l'IA sera parfaite, un peu comme le début du numérique ou le début de l'argentique, a pu créer un certain nombre de choses qui sont dans l'histoire de l'art, qui resteront comme le début d'un style. Et sur un plan personnel, ça m'intéresse beaucoup, ça. Merci beaucoup. Oui, ça rappelle qu'on est dans une situation qui est par nature très très évolutive, encore émergente, mais on sent bien qu'on doit un petit peu stop-dater sur l'IA quasiment chaque mois, voire chaque semaine. Tu as raison. Je pense que il y a une chose aussi qui
qui est encore en cours, notamment dans la Silicon Valley, où en fait les règles sont toujours accueillies avec méfiance en disant qu'elles sont là pour finalement surtout pour affaiblir la liberté. Je rappellerai quand même que c'est exactement l'inverse. C'est les règles qui donnent accès à la liberté, pas l'inverse, parce qu'on a le permis de conduire, qu'on peut circuler librement sur les routes et pas l'inverse. Donc il est urgent, et ça c'est, je pense, notre responsabilité, nous, Français, Européens, qui ont toujours été pionniers en matière de définition de notre relation entre la propriété intellectuelle, l'éthique et les nouvelles technologies, de se mettre au boulot pour pouvoir justement les définir au plus vite. Donc, c'est avec effectivement cette idée de commencer à imposer un cadre, même si encore une fois ce cadre a vocation à être évolutif, que Béatrice, on a entamé ce travail en réalité il y a plus d'1 an déjà, dans le cadre de ce fonds d'aide aux moyens techniques. Le nom exact, c'est le fonds d'aide aux moyens techniques de production et de diffusion des œuvres. Donc l'idée, vous l'avez bien compris et tu l'as bien expliqué tout à l'heure, c'est d'accompagner des projets techniques et des technologiques, des solutions, des outils que développent les entreprises et qui sont mis au service de la création, de la production et de la diffusion des œuvres. Évidemment, sans surprise, c'est dans ce cadre qu'on a vu arriver les premiers projets dont la proposition de valeur, même souvent, repose sur l'intelligence artificielle. Alors ça date pas d'il y a 2 ans, ça date d'il y a beaucoup plus longtemps que ça. Ça fait peut-être même une bonne dizaine d'années en réalité que l'IA est évidemment identifiée comme une tendance d'innovation importante. On parle de projets qui très concrètement sont des moteurs de recommandation, des outils d'indexation de catalogues audiovisuels, des outils d'assistance à l'écriture scénaristique, évidemment des outils aussi en lien avec tous les besoins du secteur de la production numérique, que ce soit l'animation, le jeu vidéo, la création immersive, les VFX. Souvent l'industrie des VFX d'ailleurs est mentionnée comme ayant véritablement une longueur d'avance dans sa capacité à s'approprier les outils d'IA comme outils qui permettent des gains de productivité et surtout de performance, peut-être même de monter en gamme en fait des travaux qu'on est capable de faire en matière d'effets visuels. Probablement qu'on a l'exemple de MacGuff aussi particulièrement présent, mais il n'y a pas que MacGuff. Est-ce qu'on a raison de penser ça, Béatrice? Est-ce que c'est vraiment aussi quelque chose sur quoi vous travaillez, vous, en réalité, depuis pas mal de temps? C'est sûr que la spécificité des VFX, c'est à la fois la recherche de photoréalisme et se marier à une image qui a été tournée, et donc ce sens de pouvoir truquer l'image et de pouvoir jouer avec la perception et les outils numériques afin d'arriver à cette image qui va être sur lequel on n'y verra que du feu, fait que les sociétés VFX sont effectivement très bien positionnées sur le fait de jouer avec les pixels. Et c'est en ça où c'est vrai qu'au niveau de la filière, il y a une très grande excitation sur un nouvel outil qui est maintenant disponible à la fois sur 2 usages. Un premier usage, améliorer les techniques qui sont déjà dans, on va dire, les workflows et pipelines, désolé pour les anglicismes, de la production VFX, à savoir, ça va être de l'upscale d'image, ça peut être du dégrain, ça peut être de la génération de modèles, de l'aide du copilote, on va dire. Pardon pour l'usage du mot copilote qui est peut-être un petit peu marqué, mais en tout cas de venir faciliter des techniques qui sont déjà connues. La deuxième chose qui émerge dans la partie VFX, c'est la génération du pixel final, celui qu'on va voir à l'image, puisque jusque-là, on ne génère pas un pixel final, mais on génère des outils qui vont nous permettre d'améliorer l'efficacité. Donc la génération de ce pixel final se pose la question effectivement de quelle place elle va prendre dans l'image. Dans le cas des face replacement, effectivement avec MacGuff qui a été précurseur sur cette technologie, c'est sur une partie de l'image, et aujourd'hui il n'y a pas un seul rendez-vous qui est fait avec les producteurs dans le secteur des VFX pour se dire ok, est-ce que je pourrais remplacer une image tournée par une image entièrement générée, tout comme on a déjà fait de la full CG, ce qu'on appelle full CG, c'est-à-dire de générer par ordinateur une image photoréaliste qui vient s'intégrer dans une œuvre. Est-ce que sans passer par cette façon de faire traditionnelle, la génération d'images par l'IA nous permet de générer un photoréalisme donc oui, les VFX sont assez précurseurs
en tout cas dans les usages, peut-être pas, parce qu'au final, il n'y a pas tant d'IA. Ça reste un fait exceptionnel. Je pense qu'il faut quand même le signaler. Mais en tout cas, oui, la nature même de la filière VFX fait qu'il y a eu un développement particulier. Alors, c'est la slide suivante pour rentrer un petit peu plus dans le détail, même si c'est assez technique, mais est-ce que ça fonctionne? Voilà, de cette fameuse grille d'analyse ou formulation d'une note d'intention qu'on a travaillé ensemble. Vas-y, je te laisse la parole si tu veux. La difficulté qu'on a eue, c'était de comprendre la nature des dossiers qui nous étaient présentés et de comprendre quel est justement le degré d'intervention de l'entreprise sur la solution qu'elle venait proposer. Et les dossiers qu'on leur reçoit sont généralement assez, en tout cas dans la production numérique, dans le collège production numérique, assez détaillés et parfois techniquement difficiles à suivre. Et paradoxalement, dès que l'IA arrivait, eh bien, c'était plutôt un mot qui était posé, le mot IA, avec derrière très peu de détails sur l'implication de la recherche et développement, quelle est la part on va dire d'investissement de recherche faite par l'entreprise sur le déploiement ou au contraire juste l'adoption ou l'exploration de ce qu'on appelle l'IA. Donc c'est pour ça qu'il nous a paru intéressant et important pour la bonne compréhension des dossiers de pouvoir dégager des critères. Alors c'est pas des critères, c'est plutôt des points, pas des points de vigilance, mais plutôt une feuille de route, en tout cas pour les porteurs de projets, se dire ok, est-ce qu'on s'est interrogé sur ces points-là sans pour autant avoir trouvé la finalité et la vérité sur chacun de ces points, mais au moins pouvoir donner aux porteurs de projets des axes de réflexion à développer dans leur présentation quand il s'agit d'un outil d'IA. Donc voilà, donc il y a 4 axes de développement, peut-être qu'on peut... On peut rentrer un petit peu plus dans le détail, oui. Comme tu l'expliques, il y a vraiment cette idée de partir sur une forme de conscientisation des risques quand même et de s'assurer que effectivement chacun se pose les bonnes questions, que les porteurs de projets au moment où ils présentent leur dossier et où ils développent le projet lui-même évidemment se posent eux-mêmes les bonnes questions et que les experts soient en capacité aussi d'en débattre en fait, tout simplement d'en faire un petit peu un objet de débat. Donc effectivement, les 4 grands points que l'on détaille ici, c'est dans le cas de cette aide aux projets techniques, ça ne se décline pas de façon aussi évidente pour les projets d'œuvre, quoique on va y revenir, mais c'est la question de la maîtrise de la technologie et de la donnée, l'évaluation des enjeux juridiques, l'évaluation des impacts sociaux et environnementaux et un principe évidemment de transparence et de protection du consommateur. Je voudrais qu'on insiste peut-être un tout petit peu sur ce point qui me semble particulièrement crucial. Ça veut dire quoi exactement, maîtriser la technologie et la donnée? Alors, c'est de au moins réfléchir. Aujourd'hui, une entreprise, on va dire dans le secteur de la création, de développer son propre modèle de données, c'est extrêmement rare, voire inexistant. Donc, c'est aussi comprendre de quel modèle on va partir. Est-ce que ce modèle est disponible pour une utilisation commerciale? Est-ce que ce modèle, quelle spécialisation de ce modèle je vais mener? C'est-à-dire quelles données je vais collecter pour pouvoir spécialiser ce modèle? Et c'est parce qu'on comprend la donnée. Ce n'est pas vrai de se dire que l'IA, du coup, on ne sait plus, c'est perdu dans les limbes de où ça vient. Les modèles sont... il y a un côté très pragmatique dans les usages dans les entreprises. On vient télécharger un modèle de données qu'on vient installer en local ou qu'on ne vient pas installer en local. Et donc, on peut remonter la source de savoir quel est le modèle qu'on utilise. Ce n'est pas un gros fourbi comme ça où on ne sait plus. Et notamment quand on vient généralement spécialiser un modèle, puisque c'est bien là où les entreprises interviennent, pour le diriger vers un usage particulier, on vient récolter ou on vient agrémenter la donnée, le modèle préexistant d'une spécialisation. Donc cette importance de comprendre techniquement, parce que c'est un projet technique, de comprendre techniquement quelles sont les entrées
et quelles vont être les sorties du projet sont essentielles parce que de là découle le reste. Les enjeux juridiques ne seront compris que si on comprend quel est le modèle qui a été utilisé. Les enjeux de déploiement vont être compris si on comprend si une donnée que je pose sur un site distant qui me renvoie, cette donnée que je renvoie, va-t-elle être stockée, va-t-elle être utilisée? Donc tout ça part de purement et simplement de la technique à la base du modèle qui a été utilisé et de la façon dont on veut le déployer. Donc ce premier critère est tellement important que les autres en découlent. Aton, je me tourne vers toi parce qu'on parle de maîtrise de la création qui finalement du coup passe par la maîtrise de la technologie et à l'heure de l'IA, plus spécifiquement de la donnée. Peut-être que pour le secteur de l'animation, c'est une évidence qui n'a même pas besoin d'être rappelée, oui ou non? Non, mais je pense que pour le coup, on a un avantage concurrentiel assez important, les producteurs d'animation et les créateurs d'animation. Parce que nous, on parlait de CGI, je me rappelle 1995, on parlait des contraintes, où John Lasseter décide de dire la 3D ressemble à du plastique et il fait un film avec des jouets. Et donc c'est aussi une signature artistique d'un sujet technologique à l'époque. Mais c'est vrai que nous, CGI, bon, voilà, on n'a pas besoin de répéter, mais c'est des images créées par ordinateur. Et nous, on fait texte ou vidéo, mais on met 5 ans pour faire un film. Donc c'est juste qu'on a l'IA la plus lente du monde. C'est ça juste notre problème en animation. Mais globalement, nous, nos métiers, c'est vrai que pour le live, ça pose plein de questions de dire ce que ça va remplacer. Tu le suggérais. Nous, on n'a pas ce sujet-là. On n'a pas un sujet, je pense, pour le champ de la création des talents et des artistes. Alors, je ne parle pas de l'impact sur la chaîne de fabrication, sur les gens, etc. Mais on en parlera après, et sur la chaîne économique. Mais en tout cas, c'est très naturel pour nous, producteurs d'animation, d'avoir ces outils-là. Et ils sont déjà intégrés. Ça fait longtemps qu'en plus, on le voit dans la commission, qu'on a essayé d'améliorer les workflows et les pipelines, en tout cas de simplifier les chaînes de fabrication. On n'a pas attendu l'IA pour ça et on y travaille. Et nous, ça fait 30 ans qu'on se bat pour essayer d'être plus efficace, plus rapide. On nous reproche toujours d'être trop lent. Tout le monde en disant que voilà, les cycles de livraison, moi je pense que j'ai passé ma vie à me reprocher de livrer trop tard en animation parce que c'est lent, mais c'est aussi le processus créatif. Donc si on peut aller plus vite, objectivement, nous, grâce à l'IA, je pense que pour le coup, ça c'est chose de... Mais en tout cas, la conception et la compréhension pour les producteurs d'animation, je pense que c'est pas un problème de partir d'une feuille blanche avec un scénario et de se dire qu'on va créer les images de A à Z. Après, évidemment, il y a plein d'autres enjeux. Évidemment, au sein de la commission, bon, évidemment, c'est un peu tout frais, tout nouveau. On demande aux gens vraiment d'être transparents sur l'utilisation de l'IA. Ça, c'est vraiment une chose... Ne culpabilisez pas, expliquez-nous, parce qu'on a besoin de comprendre, on a besoin d'enregistrer la data et de comprendre comment ça peut intervenir au sein de l'animation. Et puis pour nous, la réflexion que j'ai, moi, c'est, on l'a vu avec l'affaire Vertigo, là, les annonces, tout ça, ils disent annonces qui vont faire des films. Je pense qu'il y a un fantasme de dire, grâce à l'IA, ça va être moins cher, c'est moins cher. Je pense que l'enjeu économique, c'est moins ça, de savoir comment on peut faire mieux avec les mêmes moyens. Moi, c'est surtout ça qui me passionne, c'est dire, bon, ok, j'ai ça, est-ce que je peux faire plus beau, mieux pour un artiste, des talents, et est-ce qu'on peut livrer un peu plus rapidement? Parce que c'est pas mal. C'est un peu la doctrine, on peut dire, finalement, de l'ensemble des commissions qui sont représentées ici, parce que on voit que l'IA générative, c'est-à-dire l'accessibilité à ces outils, une forme de démocratisation qui est vraiment la nouveauté apportée avec ces logiciels d'IA générative, challenge beaucoup les secteurs que nous on suit, et plus particulièrement à la direction du numérique, le jeu vidéo, la création immersive, les VFX, l'animation. En fait, l'image de synthèse devient d'une certaine manière accessible à tous. Est-ce que chacun pouvait répondre, quand on voit arriver des projets comme ça qui d'une certaine manière et se fondent sur ce principe de démocratisation, quelle réaction on peut avoir par rapport à la question que ça pose pour ces filières de production numérique spécifiquement, et puis la question de la chaîne de responsabilité qu'il peut y avoir aussi derrière entre le prestataire, le producteur, là-dedans la place du prestataire. Je trouve qu'il y a, en tout cas venant d'un studio où justement une des questions est comment on va déployer dans les équipes une technique particulière. Et c'est vrai que au niveau de l'IA, quelque part, chacun peut générer
aujourd'hui a les moyens de générer des pixels qui sont cohérents, directement utilisables. La question est de savoir aussi dans le temps, dans le déploiement et effectivement dans la la prestation qui va être faite à la fin et sa robustesse et sa durabilité. Comment il suffit pas il y a souvent un effet waouh qui est donné sur ce qu'on peut générer. Mais la vraie question, c'est comment on tient la route jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour déjà que ça soit pas juste un artiste dans la boîte qui sait faire de l'IA et puis il y a personne d'autre. Donc c'est comment on va intégrer ces outils et comment on va les déployer au sein d'un studio. Le principe même d'un studio, c'est justement de pouvoir capitaliser sur un savoir-faire et le déployer au sein d'une équipe. Donc, outil propriétaire qui apporte une forcément forme de garantie. Non, pas forcément. Parce que c'est plus un savoir-faire qui n'est pas forcément sur un outil technique, mais sur, on va dire, des usages, sur la façon dont l'outil va être déployé techniquement. Là, par exemple, sur les investissements, on voit bien que jusqu'à présent, on était sur des investissements qui étaient CPU. On va passer sur des investissements qui sont plus GPU dans les entreprises. On va passer, donc il y a effectivement un déploiement technique, mais il y a aussi un déploiement de savoir-faire. La collaboration. Aujourd'hui, les VFX, l'animation, on est dans une linéarité des opérations qui fait qu'on arrive à travailler de façon collaborative. Demain, l'IA de façon collaborative, c'est aussi un autre enjeu. Et aussi pour permettre, et je pense qu'au niveau de l'entreprise c'est important, c'est de se dire, voilà, encore une fois, ce n'est pas un seul artiste qui est dédié à, en tout cas dans le cadre d'un studio, c'est comment on va mettre en œuvre toutes des techniques qui vont permettre au studio de grandir et de pouvoir proposer une solution différente, singulière. Tu voulais oui, non, juste brièvement pour rebondir sur ce que mes voisins évoquent. Je me rends compte, moi, en présidant cette commission qui est liée donc à l'innovation, au fond, dans le domaine de l'immersion, qu'il y a une tentation de hiérarchiser éventuellement les œuvres, et c'est vraiment une discussion que nous avons, de hiérarchiser des œuvres qui utiliseraient l'IA ou qui n'utiliseraient pas l'IA. Et je pense que c'est extrêmement dangereux. Je pense que c'est extrêmement dangereux de commencer à juger la valeur d'une œuvre par rapport au pinceau qu'on utilise. Je pense qu'il y a une vraie réflexion. C'est important qu'on se pose ces questions, notamment ici au CNC, parce que effectivement, avec une technologie qui bouleverse totalement le processus créatif, je pense que ce sont des questions qui sont importantes. Mais il faut qu'on fasse très attention aussi à ne pas avoir au fond une tentation de considérer l'utilisation de l'IA de manière un peu faustienne. Et je pense qu'il faut rester très objectif par rapport à ces outils. Parce qu'effectivement, je pense que notre préoccupation initiale, tu l'as rappelé, Aton, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'il y a une problématique qui manifestement est commune à toutes les commissions du CNC. C'est le fait qu'il n'existe pas, jusqu'à présent, il n'existait pas d'obligation de transparence. Parce que j'ai utilisé l'IA déjà pour la rédaction du dossier, c'était une chose. Mais est-ce que mon processus même de création ou de fabrication peut être très sensiblement impacté par l'utilisation de l'intelligence artificielle? Je vais prendre juste quelques exemples très concrets pour vous dire les petites problématiques que nous, on a pu avoir dans des dossiers où l'utilisation de l'IA n'était pas forcément clairement mentionnée et où au final, on se rend compte que souvent, ça dessert le porteur de projet lui-même. On a eu par exemple des cas, je crois que c'était à la création immersive ou aux jeux vidéo, mais ou dans ces différentes commissions d'ailleurs, de mood board, donc en fait des intentions graphiques qui commencent à être développées grâce à des outils d'IA générative, notamment type Midjourney, et qui peuvent faire des propositions qui en réalité peuvent évoquer de façon assez frappante des œuvres préexistantes, mais sans même que le porteur de projet lui-même en ait nécessairement conscience. Donc en fait, on se retrouve parfois dans des situations où ces inspirations sont insuffisamment référencées, finalement, et peuvent conduire à une forme de plagiat, parfois même involontaire, inconscient.
Donc ça a pu être un problème, par exemple. Un autre problème qui est relativement récurrent aussi, c'est le fait que ces outils hyper puissants soient là aussi utilisés sur cette phase vraiment très en amont de développement graphique, proposent des intentions qui parfois sont extrêmement intéressantes, peuvent être très singulières, en tout cas très spectaculaires, mais avec un écart parfois énorme entre le concept art, en gros, et ce qu'on est ensuite capable de produire et d'exécuter pour le film ou pour le jeu vidéo, par exemple. Donc ces écarts-là, quand on s'en aperçoit, évidemment, finissent par être très préjudiciables au projet et aux porteurs de projet. Donc effectivement, d'où cette idée d'avoir cette transparence systématique assortie de ces explications qui... en réalité, ont vocation à être relativement détaillées. Il ne s'agit pas non plus que ça occupe la moitié du dossier, évidemment, mais en tout cas, il s'agit au global de progresser aussi dans finalement un peu la culture technique que chacun doit avoir et doit acquérir aujourd'hui pour écarter au maximum tous les risques de l'IA, entre guillemets, qui peuvent conduire à une forme d'appauvrissement créatif, une forme de dégradation de la qualité technique, la question encore une fois des outils qu'on utilise, pourquoi j'utilise ces outils-là, que ce soit là aussi cité et assez clairement référencé, et une conscience forte des impacts juridiques que ça peut avoir et de la façon dont ça peut en réalité conduire à réorganiser complètement le travail et la stratégie de production elle-même. Donc c'est vrai qu'on en est à cette phase-là de notre réflexion aujourd'hui avec l'ensemble des commissions du CNC qui commencent à y participer aussi pour voir comment est-ce que ça peut s'appliquer en considération des spécificités en fait de chaque fonds d'aide, puisque évidemment chaque dispositif a ses spécificités dont il faut tenir compte. Et ce qui nous frappe aussi, c'est de voir que il y a cette initiative qui est prise par nous collectivement. Il y a d'autres initiatives qui sont prises aussi et qui vont en réalité un petit peu dans le même sens. Je pense notamment aux guidelines qui ont été publiées par Netflix là cet été, au mois d'août, et voilà, qui semblent rappeler des grands principes que chacun doit avoir un peu en tête. Marianne, c'est peut-être à ce moment-là que je te donne la parole. Tu diriges l'innovation chez TF1. Je suppose que ce sont des réflexions aussi que vous avez, vous, en interne depuis un moment. Peut-être même que cette publication a pu être un peu frustrante du point de vue de TF1, quelque part. Du mien, en tout cas. Mais frustrante parce que je pense que c'était attendu par tout le monde, en fait, sur le marché. Moi, je suis contente qu'ils aient fait ça. Je trouve que c'est une bonne chose. Ça dit quoi, en gros Ça dit des choses assez... Dans les choses que j'ai trouvées... Dans les choses que j'ai trouvées malines, en fait, de leur part, c'était de rappeler les différents niveaux d'usage de l'intelligence artificielle et justement d'en faire des règles spécifiques pour chaque usage. Par exemple, oui, pour faire un mood board ou de l'idéation, on peut peut-être avoir plus de liberté que lorsqu'on fabrique des images qui vont finalement être à l'écran, et auquel cas, il faut vraiment faire très attention à ce qu'on fait et avoir toutes les validations juridiques, éthiques et les consentements de tout le monde. Donc, j'ai trouvé ça malin, et aussi de définir quelques interdits et de les poser noir sur blanc, parce qu'encore une fois, c'est dur pour tout le monde, les créateurs y compris, de maîtriser tout ça. Ça va très très vite. L'évolution des outils est exponentielle et est pratiquement impossible à suivre humainement. Donc c'est complexe quand même comme sujet. Donc j'ai trouvé ça chouette, moi, d'avoir une base de travail, et je pousse à ce qu'on établisse une charte française d'utilisation responsable de l'IA générative dans la production audiovisuelle et cinématographique. Je sais que c'est complexe parce qu'on est sur un métier de prototypage, et donc dès qu'on parle de charte ou de guidelines, on rentre dans quelque chose qui est quand même compliqué. Et deuxièmement, je rebondis sur ce qu'a dit Jean-Michel Jarre. Dès qu'on parle de contraintes et de réglementation dans le milieu artistique, il y a des voix qui s'élèvent. Pour autant, de la contrainte naît la créativité. Et donc, je voudrais le rappeler, c'est parce qu'on pose des contraintes que notre cerveau créatif devient le plus performant. Donc, je pousse à ce qu'on repose des guidelines. Et les trois
principes fondamentaux de la charte de Netflix, en gros, sont super basiques. On doit déclarer et tracer tout usage d'intelligence artificielle. Oui, je pense que c'est super important parce que ça permettra de remettre de la confiance dans la créativité, dans la liberté d'expérimenter aussi au sein des structures. Et donc, c'est important qu'on ait une transparence absolue. 2, il faut obtenir le consentement avant toute création ou altération de performance. Ça paraît complètement basique de redire ça, mais enfin aujourd'hui, je pense que dans notre monde globalement et même dans notre humanité, il faut qu'on rappelle les basiques parce que ça part un peu dans tous les sens. Et là, avec l'arrivée de Sora, par exemple, moi, je vois plein d'artistes qui font des images avec des Superman, et c'est totalement interdit. Il faut juste rappeler cette petite chose de base. Même si on peut s'amuser dans sa chambre ou dans sa cuisine, mais à partir du moment où on diffuse, on publie et on broadcast, c'est plus tout seul dans sa cuisine. Et 3, alors c'est pas dans la charte Netflix, mais moi je le pose comme ça, en tant qu'experte aujourd'hui, il faut s'assurer de maintenir l'humain au cœur de la créativité, au cœur de la création. Et c'est pas si anodin que ça parce qu'on commence à avoir maintenant avec les agents d'IA générative des robots qui vont être en capacité de publier eux-mêmes tout seuls des contenus auto-générés sans qu'il y ait aucun humain aux commandes. Et ça, c'est pas de la création, ça. Donc, c'est de la technologie, certes, mais c'est pas de la création. Donc, je pense qu'il faut le poser par écrit, ça. Qu'une création artistique aujourd'hui, c'est un humain qui, à la base, c'est un cerveau, une âme humaine, ce que vous voulez, qui invente quelque chose, qui se sert de la puissance de calcul d'un moteur ou d'un robot s'il le souhaite, mais pas forcément. Mais ça doit être posé. Alors après, ça, c'est des principes fondamentaux, mais il y a des principes de sécurité aussi qui sont rappelés dans la charte Netflix, qui sont aussi à poser. D'abord, oui, c'est le respect d'utilisation des outils qui respectent le RGPD, donc le respect des données, la sécurisation des données. Où est-ce que je mets mes données? Je ne mets pas de données qui ne m'appartiennent pas dans un moteur d'intelligence artificielle, et si elles m'appartiennent, je m'assure d'avoir le droit de le faire. Et enfin, si je développe moi-même mon propre moteur d'intelligence artificielle pour un projet, ça ne veut pas dire que j'ai le droit de l'utiliser sur un autre projet. Donc, il y a des petites règles comme ça qui sont des règles de base du RGPD, de la protection des données, mais qui sont quand même à rappeler. Et tout le monde n'a pas cette expertise technique pour savoir, en fait, si j'utilise tel outil d'intelligence générative aujourd'hui, tout ce que je mets dedans part entraîner le modèle aux États-Unis et je perds absolument tous les droits de ce que j'ai mis à l'intérieur. Il faut faire très attention aux licences qu'on a, aux outils qu'on utilise et aux licences qu'on a de manière parfois personnelle et pas professionnelle. Donc, je pense que ça pourrait être une charte assez basique qui rappellerait ces règles d'usage-là en France, dans notre pays, mais aussi sachant que quasiment toutes nos coproductions aujourd'hui sont des coproductions internationales, à minima européennes, mais maintenant de plus en plus internationales avec des partenaires asiatiques et américains. Je pense que ce serait bien qu'on arrive à mettre en place une charte française / européenne qui soit applicable aussi dans le cadre de coproduction. Est-ce que ce serait bien? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'à l'échelle de chacune de vos filières, il y a des initiatives qui vont dans ce sens? Moi, je souscris tout à fait à ce que Marianne vient de dire. Je pense que effectivement, dans nos secteurs respectifs, je pense qu'on est tout à fait d'accord sur le fait que effectivement, ces règles doivent s'appliquer à la fois de manière, et c'est tout le problème, à la fois de manière fluide, parce qu'on est dans un secteur qui demande une fluidité et une tolérance au sens large du terme, et puis en même temps aussi de savoir jusqu'où on peut aller. Et souvent, moi, je m'aperçois que dans les projets qu'on nous soumet, il y a souvent une ignorance totale de tous ces sujets. Mais je voudrais rappeler que cette ignorance-là, elle ne vient pas seulement depuis, elle ne se produit pas seulement depuis qu'on parle de l'IA. Par exemple, moi, je suis toujours étonné de voir à quel point la plupart des projets qui nous sont proposés dans la commission ne parlent pas du tout des droits d'auteur.
C'est-à-dire que du scénariste, c'est même pas du graphiste, etc. Donc c'est aussi une éducation que nous devons nous faire dans nos commissions respectives, justement sur le respect, l'identification de quoi appartient à qui. Et c'est un problème qui est plus large que celui de l'IA. Il y a une éducation à faire de mon point de vue par rapport à nos commissions, par rapport aux projets qui nous sont proposés, qui souvent pêchent vraiment énormément sur le plan juridique, certes, mais même sur le plan de la prise de conscience de la manière dont les droits d'un créateur ou d'un producteur doivent être signalés et présents dans toute la chaîne depuis la conception jusqu'à la distribution. Et ça, c'est quelque chose qui ne dépend pas seulement de l'IA, c'est quelque chose qui est inhérent à, je dirais, 80% des projets qui nous sont soumis à la commission. Je pense, nous, on n'a pas tout à fait le même sujet. Je pense que nos commissions, c'est assez la notion de l'auteur, du créateur, du scénariste, tout ça, les choses qu'on est bien intégrées. Moi, j'irais juste parce que j'ai bien lu la note de Netflix, je diffère un peu avec ce qui a été dit ici, parce que Netflix, sa seule peur, c'est de se faire attaquer. Point barre, donc, et c'est de pas se prendre des procès. Donc, ils ont fait une charte. Je suis pas sûr qu'elle soit si éthique que ça et si responsable que ça, quand on la lit entre les lignes. Le vrai sujet de Netflix, c'est de se dire aujourd'hui, et de tout le monde, hein, j'en parlais à pas mal de monde à Los Angeles, c'est comme on ne sait pas. Pour l'instant, c'est une énorme industrie. Donc tant mieux si on peut faire moins cher et on peut avoir des robots pour le faire. Mais en attendant, il faut avancer. Donc aujourd'hui, j'ai le sentiment que on fait comme avant, on essaie de ne pas trop mettre l'IA dedans, on fait comme avant, et quand on aura compris comment ça marche avec la notion de droit d'auteur, on utilisera l'IA. Et je pense que le vrai sujet, c'était la table ronde précédente, c'est comment on va pouvoir répartir les droits de manière intelligente et équitable, ce qu'a pu faire la musique quand même de manière très bien avec l'évolution du sample, hein, qui a été un énorme sujet. Avec douleur. Avec douleur. Non, je dis non, mais et ça sera avec douleur aussi là. C'est compliqué. Je dis pas que ça va être simple ce qu'on va vivre là, mais en tout cas, ça va être ça le sujet numéro 1. Parce qu'après, je pense sincèrement, l'écriture, c'est gratuit depuis beaucoup d'années. Il n'y a pas beaucoup de grands livres qui sortent plus que ça. Je veux dire que je suis pas inquiet. Moi, je pense que les créateurs et les artistes resteront au centre du processus. Enfin, c'est vraiment mon sentiment. Alors après, si on est remplacé, voilà, on est pendant notre retraite. Mais en tout cas, je pense que les créateurs, les artistes, les dessinateurs, les graphistes. Et aujourd'hui, je parle de mon métier d'animation, quand on a un dessin, un graphiste ou une histoire et qu'on peut itérer beaucoup plus vite et de mieux, bah, je pense que les histoires seront mieux, les films seront mieux. Et c'est vrai que vous, dans le live, vous pouvez avoir 1000 heures de rush pour faire un film d'1h30. Nous, si on a 5 minutes de rush sur un film d'1h30 en animation, on est les rois du pétrole. Donc, si demain matin, je peux doubler mon nombre de rush d'animation, itérer plus, faire plus de choses grâce à ces outils-là, les films seront meilleurs. Et je pense sincèrement que l'IA, en tout cas, on n'a pas le choix, ça arrive, c'est une lame de fond, elle nous arrive dessus, mais comme tu le disais, il faut que les artistes de demain l'apprennent, comme à l'époque, hein, moi il y a 30 ans, la CGI, je me rappelle, c'était une révolution, c'est plus personne, ou Photoshop, c'est scandaleux, les gens ne dessinent plus, genre, il y a des évolutions, on est encore un peu plus loin avec l'IA, mais il faut l'apprendre, les métiers vont se redistribuer. Moi je pense que l'animation a de grand avenir, parce que peut-être il y aura moins d'équipes pour fabriquer des animations, mais il y aura plus de production, du coup ça se rétablira aussi, et puis qu'on va relocaliser plus aussi en France. Enfin, il y a plein de belles choses à voir. En tout cas, il faut regarder le côté positif, mais il y a un énorme sujet qui est le droit à gérer. Mais une fois que vous êtes propriétaire, moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Si vous êtes propriétaire de votre database, de votre univers en tant qu'artiste, producteur, vous avez créé ça, utilisez votre moteur de rendu, votre algorithme qui va travailler sur votre propre matériel à vous pour pouvoir générer, s'amuser, etc. Je pense pour déployer des univers, ça va être passionnant aussi. Je pense qu'on va avoir la capacité d'avoir des saisons 2 qui viennent un peu plus vite pour nous dans l'animation, de pouvoir s'amuser à prendre d'autres risques. Et ça aussi, à mon avis, permettre plein de risques et plein de choses. Donc voilà, mais on a un sujet numéro 1. Bien sûr, l'IA responsable et tout ce qu'on peut dire et remettre le créateur au centre du processus. Mais moi, je ne suis pas inquiet là-dessus. Mais sur les enjeux juridiques, pour l'instant, on a un énorme sujet là. Pour l'instant, on peut y aller qu'à la petite goutte et on essaie d'identifier partout ça peut aider, d'accélérer nos pipelines dans le respect du droit d'auteur et de ne pas prendre de risques. Mais alors justement, je trouve ça frustrant aujourd'hui que typiquement le processus de création est itératif. Ben c'est super, mais en fait on n'applique pas ça du tout ni à la gouvernance ni à la mise en place de guidelines et c'est bien dommage. Et c'est ce que font les Américains. Et
je ne suis pas fan de tout ce que fait Netflix. Et même si leur intention première, elle était de se protéger juridiquement, c'est indéniable. Pour autant, je trouve que c'est une première brique qui permet d'itérer et de mettre en place quelque chose, et au moins d'avoir un écrit sur lequel se référencer. Et c'est ce que font d'ailleurs les producteurs et les créateurs aujourd'hui. Et donc, ils prennent tous la charte de Netflix. C'est bien dommage que ce soit une charte d'une société américaine. J'aimerais bien que ce soit une charte approuvée avec un label français plutôt, en fait. C'est le CNC. Et le CNC a le faire. Le CNC ou des syndicats ou un conglomérat de plein de personnes, en fait, autour de la table. Mais je pense que c'est bien de s'en inspirer et de pas attendre que tout soit résolu, parce que ce sera jamais le cas. Avec l'intelligence artificielle, on est vraiment typiquement dans des applications et des mises en place itératives. Donc la gouvernance et le cadrage de l'intelligence artificielle, ça doit se faire de manière itérative. Et même si au début on se trompe, parce qu'au début on va se tromper. Et je pense qu'il faut se donner ce droit à l'erreur. Oui, deux points importants que je voudrais soulever suite à ce que tu viens de dire. Et ce que aussi Marianne vient d'expliquer quand on parle de Netflix, dans le monde de la musique, ce que nous craignons et ce qui sera exactement aussi, qui est la même problématique pour le domaine audiovisuel ou du cinéma ou autre, c'est qu'en fait, au fond, les majors dans tous nos domaines, finalement, passent un accord au-dessus de nos têtes. C'est ce qui s'est passé dans la musique aujourd'hui. L'idée répandue, c'est que le marché, l'industrie musicale se porte très bien. Elle se porte très bien, sauf pour les auteurs, ou sauf pour un tout petit nombre d'auteurs. C'est-à-dire que c'est un peu le syndrome du spermatozoïde, c'est-à-dire qu'il y a quelques artistes qui sont américains pour la plupart, qui en fait récupèrent la totalité des droits, et puis une longue queue d'artistes même très importants, qui sont la plupart du temps extérieurs aux États-Unis, qui en fait se trouvent dépossédés finalement de leurs droits. Et parce qu'en fait, les majors ont pris des accords au départ avec les plateformes de streaming type Spotify ou autres, et prennent finalement, on fait des accords dès le départ, et finalement pompent et aspirent les revenus. Et c'est ce qui peut se passer avec l'IA, c'est-à-dire que l'IA, c'est que les grosses boîtes qui survivront toujours fassent des accords avec les boîtes d'IA pour en fait arriver à aspirer, passer des accords commerciaux, ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait de ce gâteau digital auquel on a droit à une part de ce gâteau, finalement reviennent beaucoup plus aux géants de audiovisuel qu'à nous, auteurs et producteurs, et notamment européens. Et c'est un vrai sujet sur lequel il faut justement se pencher rapidement. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on arrive à avoir, nous, la maîtrise de nos tuyaux de distribution. Je veux dire que la production, plus que jamais, dans tous nos secteurs, dépend aussi de notre capacité à distribuer nos œuvres. Et ça, c'est un vrai problème. Le deuxième, c'est effectivement le fait qu'il y a plusieurs utilisations de l'IA. On n'en a pas vraiment encore parlé, mais je donnerai un exemple. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire qu'on peut tout à fait imaginer pour un artiste de créer son propre big data. C'est-à-dire de se dire, par exemple, si je prends mon cas, je mets dans un algorithme la totalité de ma création depuis que j'ai commencé à travailler. Et ça va devenir, en fait, ma source d'inspiration. Parce que finalement, comment vient une idée musicale ou une idée visuelle ? Elle arrive, elle nous excite, on a envie de l'exploiter. Elle vient en fait du fait qu'on a moissonné notre big data analogique, qui est quoi ? Qui est notre mémoire, notre culture, notre environnement, et qui fait que ces différents éléments moissonnés par notre subconscient de manière aléatoire va donner naissance à une idée musicale. C'est finalement une IA analogique, comme je le disais. Donc, c'est quelque chose qui peut aussi être exploré, et que j'essaye aussi, à la commission sur laquelle on essaie de travailler, c'est aussi de montrer aux porteurs de projets qu'il y a différentes manières d'utiliser l'IA, et certainement pas ce qui est la tendance aujourd'hui dans de beaucoup de dossiers qu'on reçoit, où en fait, paradoxalement, il est
trendy et à la mode de dire que son dossier l'IA a été impliquée dans ce dossier d'une manière ou d'une autre. Et donc, du coup, d'arriver à continuer à promouvoir une forme d'ambiguïté par rapport à l'IA. Donc toutes ces choses-là, elles méritent, et c'est, je pense, notre responsabilité dans nos commissions respectives, de pouvoir justement aider les porteurs de projets qui sont un peu perdus par rapport à leurs propres relations, par rapport à leur rapport à l'intelligence artificielle. Oui, il y a un paradoxe. On parlait de vocabulaire tout à l'heure, parce qu'effectivement, la technique, c'est aussi mettre du vocabulaire sur des concepts techniques. Et c'est vrai que les recommandations de Netflix ont commencé à poser des mots sur des concepts simples. Parce qu'il y a un paradoxe quand même, c'est que les utilisateurs d'hier, en tout cas la partie chez nous, qui sont les graphistes, sont peut-être ceux qui prennent moins les enjeux juridiques aussi, parce que les enjeux juridiques sont compliqués. On parle de droit d'auteur, mais on parle aussi de droit de la personne. Ça ne va pas être les mêmes enjeux sur la collection de données que sur l'exploitation sereine de l'œuvre par le producteur. Et ces concepts qui sont assez compliqués et théoriques ont pu, en tout cas par ces recommandations Netflix, être posés en termes de mots assez simple à entendre, et donc qui permet aussi un nouveau dialogue avec le producteur. Parce que dans les VFX, peut-être à la différence de l'animation, les studios sont rarement producteurs et néanmoins donc, ne sont pas spécialistes de la propriété intellectuelle, spécialistes de leurs données telles que les assets qu'ils ont fabriqués et comment ils pourront demain en faire de la big data pour pouvoir avancer mieux sur leur technique. Mais en tout cas, la propriété intellectuelle finale de l'œuvre n'a jamais été dans les studios VFX, mais bien chez les producteurs. Et donc ce risque d'utiliser une technique qui mettrait en péril, on va dire, l'exploitation de l'œuvre et un nouveau rapport à avoir avec les producteurs sur le devoir d'information qui est dans n'importe quelle relation contractuelle, et de deux, la prise de risque aussi de ne pas aboutir à ce qu'on cherchait à faire. Parce que les VFX sont aujourd'hui dans une obligation de résultat, pas dans une obligation de moyens, c'est-à-dire que le plan doit marcher dans l'œuvre. Et donc, ça pose la question de comment on associe le producteur à, la prise de risque, pouvoir ne pas y arriver, et également le devoir d'information minimum, qui est quelle solution j'ai utilisée pour générer les pixels finaux plutôt, de l'œuvre. Et c'est notamment dans le vocabulaire qui est utilisé par les recommandations de Netflix, il y a bien cette différenciation. Si ça fait partie du final deliverable, du pixel final, on ne se pose pas la même question que si ça n'en fait pas partie. Excusez, je dois vous abandonner, oui, mais je suis de tout cœur avec vous. Merci Jean-Michel. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Juste rebondir sur l'effet de mode avant que les gens affichent des questions. Là, je suis d'accord, c'est le fait j'ai mis l'IA, et on le voit avec l'annonce Vertigo là, d'OpenAI qui annonce qu'ils font un film d'animation parce qu'il est en IA. En soi, il coûte 30 millions de dollars en plus. Alors, on voit bien qu'il y a des effets de mode, et là, je rejoins ce que dit Jean-Michel. Je pense que c'est vraiment pas le sujet aujourd'hui. C'est parce que c'est l'IA que c'est un bon film ou que c'est spectaculaire et qu'ils annoncent au Festival de Cannes un film 100% IA. Je sais même pas ce que ça veut dire quand on fait l'animation, ça ne veut rien dire, et qui coûte 30 millions de dollars en même temps. Donc là, c'est des aberrations. Donc là, c'est des effets de com, il y a des effets de manche assez importants. Mais voilà, non, je pense qu'après, un bon film est un bon film, quoi. Il y a des questions. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Je suis là pour le Syndicat national des auteurs et des compositeurs. Je n'ai pas de questions. Je voulais simplement prendre les devants de cet après-midi pour dire qu'effectivement, en matière de réflexion sur tout ce qui est charte, etc., on avait fait pour
les auteurs de doublage, sous-titrage et audio-description avec les comédiens un pacte éthique, d'engagement éthique à l'attention des producteurs, de la filière des chaînes, qui inclut des clauses types. Et on réfléchit évidemment à le faire pour d'autres métiers. Et on l'a publié l'année dernière. Voilà, il est assez en sous-marin en ce moment. Donc voilà, je voulais le rappeler à l'Assemblée. Et la difficulté à laquelle on fait face dans tout ce qui est accord ou charte, puisque même quand il y a des accords, on a vu les limites de ce qu'ont fait les accords aux États-Unis, notamment avec ce que SAG-AFTRA a fait, et avec la constitution récente de l'intégralité d'une personne, et qui soulève tout un tas de problèmes juridiques. Voilà, encore une fois, c'est pour ajouter à ce qui a été dit tout à l'heure, et également pour indiquer que ce qui a été dit sur la table ronde précédente, on a énormément de réserves sur ce qui a été dit sur les quasi-œuvres. Voilà, merci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, je voudrais intervenir aussi. Moi, je suis comédien, donc je représente l'association Les Voix. Et il y a deux choses. D'une part, je pense que ce que disait Madame Carpentier est assez intéressant, parce que pour une fois, effectivement, nous avons effectivement une volonté de Netflix de faire avancer les choses dans le sens de l'humanité, j'ai envie de dire. Parce que jusqu'à présent, la preuve de la part des plateformes a été plutôt inverse, notamment avec l'idée de remplacer, voire totalement, en tout cas les doublages en France et à l'étranger, par le principe de l'IA. Alors, évidemment, je sais que ce n'est pas forcément le sujet de cette table ronde, mais je voulais simplement dire qu'effectivement, à partir du moment... Je suis assez d'accord, évidemment, vous en doutez, avec l'idée de créer une charte et de la pousser un peu plus loin, notamment celle de Netflix, c'est-à-dire une déclaration de bonne intention qui va un peu plus loin que l'IA Act, qui est aussi une déclaration de bonne intention, mais un peu tué dans l'œuf. Et je voulais dire aussi, parce que ça m'a un peu choqué, pardon monsieur, quand vous avez dit tout à l'heure, bon c'est pas grave, si on est remplacé, on prendra sa retraite. Le problème, c'est qui paiera votre retraite, monsieur, si on est tous remplacés? Non, mais je suis d'accord avec vous, je disais juste, pour moi, pour l'instant, il y a la peur du remplacement. Personnellement, ce que je disais, on ne sait pas où l'IA nous amènera, mais en tout cas, à date, aujourd'hui, je pense ça, parce que c'est le grand débat, et on le parlait, la disparition d'une partie de techniciens, de talents, d'artistes entre le noir et blanc et la couleur, entre le muet et le sonore, entre la CGI et la 2D. Ces grandes révolutions technologiques, elles vont toujours avec toutes ces peurs. Je ne dis pas du tout, et elles ont leurs dangers, et donc je ne me cache pas derrière ça. Donc je disais juste qu'aujourd'hui, je trouve que d'un point de vue créatif, en tout cas dans mon métier de l'animation, où nous, on est complètement, on fait de l'image de synthèse, donc la notion du pixel, la vérité de ce qu'on crée dans l'animation, et les voix que vous faites en doublage, vous faites ça sur du virtuel 100%. C'est que 100% du pixel, vous parlez sur de l'IA depuis, tous ceux qui doublent sur de l'IA. D'un point de vue créatif, techniquement, c'est la CGI, donc il n'y a rien qui est créé. Donc cette notion, c'est pour ça que je dis, et la CGI maintenant est une évidence pour nous tous. 1990-12, les gens dans cette même salle disant c'est la fin, il n'y a plus des gens qui dessinent en vrai derrière ça, c'est la fin, c'est des robots qui vont nous remplacer, etc. Donc il y a toujours ce fantasme-là avec la nouvelle technologie. Donc évidemment, il faut légiférer, évidemment, il faut mettre des chartes, mais aussi aujourd'hui, ce que je dis, c'est que ça vient, et que de ce point de vue-là, il faut plutôt le prendre et laisser l'artiste et les talents, et les artistes et les créateurs et les auteurs au centre du processus. Je pense que c'est ça qui fera la grande différence. Ici, après, il y en a qui vous disent on n'a plus besoin de talents, d'artistes, quelque part, il y a besoin de producteurs, il y a plus besoin de chaînes. J'y crois pas. Maintenant, derrière, je voudrais juste revenir, évidemment, sur les voix, c'est un enjeu. Moi, je pense objectivement que c'est assez simple. Aujourd'hui, des comédiens amènent des choses incroyables. Après, il y a un fantasme derrière remplacer des comédiens par des voix en IA. Il y a le fantasme de l'économique derrière tout ça. Et en fait, compte, si vous revenez, parce que là, je reviens vraiment à la base, c'est en fait compte, aujourd'hui, c'est tout l'enjeu de la fin de fabrication et des coûts de fabrication. Donc aujourd'hui, il ne faut pas que les coûts de fabrication viennent taper sur les artistes et les talents, mais ça, si on peut réduire les délais de fabrication, les délais de livraison et permettre d'être plus créatif, je pense que c'est un intérêt pour nous pour avoir plus d'œuvres, plus artistiques et plus créatives. Mais évidemment, derrière tout ça, il y a un fantasme de dire je vais pouvoir faire des films pour zéro et avoir plein d'argent. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que c'est toute une chaîne de fabrication, donc il y a toute une économie d'industrie derrière, et celle-ci, elle est quand même assez solide. Alors, on parlait de la musique, c'est vrai que disait Jean-Michel, la musique a été impactée un peu sur le droit d'auteur, mais aujourd'hui, avec un clavier chez vous, vous pouvez jouer tous les instruments du monde, pas pour autant que la musique n'est pas plus créative, qu'il n'y a pas plus d'artistes et plus de musiciens, et les musiciens n'ont pas disparu pour autant, quoi.
Encore une question dans la salle? Écoutez, j'invite du coup à nous rejoindre sur scène Itzhar van der Puil, à qui on va donner le mot de la fin, le mot de la conclusion de cette matinée. Itzhar, secrétaire général de la ProCirep.